RMC, 13h05, l'heure de Carrément Brunet. Avec vous, Pascal Perry. Oui, Nicolas, aujourd'hui, je défends une idée toute simple. Pour libérer le marché du logement, pour soutenir l'immobilier, il faut d'urgence stopper le soldat du flot. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Pascal Perry. La France a raté un demi-point de croissance en 2013 et savez-vous pourquoi? Qui est responsable de cette avarie qui a détruit des emplois et qui nous a empêchés d'en créer aussi? La crise, le capitalisme, le libéralisme? Mais non, pas du tout, pas du tout. Ce qui nous a coûté un demi-point de croissance, c'est l'effondrement du secteur du bâtiment et tous les acteurs de la construction, du métier désignent un coupable, un seul, la loi du flot. Le pire échec de François Hollande, écrit même l'éditorialiste des Échos, Éric Le Boucher. Eh bien pour moi, il faut en effet d'urgence stopper le soldat Duflot. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'abord par idéologie. Madame Duflot a tout de suite désigné les coupables. Ce sont évidemment les propriétaires. Elle a oublié que le marché du logement est un marché de l'offre. C'est le niveau de l'offre qui donne le signal prix. Décourager la construction, décourager l'achat pour mise en location, fiscaliser les propriétaires, c'est à coup sûr et à chaque fois renforcer la pénurie et faire grimper les prix. La France, je le rappelle, est le seul pays dans lequel les prix de l'immobilier ont continué d'augmenter pendant la crise. Alors, précisément, pour sortir de la crise, il nous reste quelques pistes aujourd'hui. On y pense pour 2014, on nous promet des emplois, on nous promet de la croissance. Il y a le secteur du logement. C'est un secteur qui crée des emplois et de bons emplois, des emplois non délocalisables. Un logement construit crée 2 emplois. Alors, pour rétablir la confiance, pour doper ce secteur bien franco-français, pour remplir les carnets de commandes, Monsieur Hollande, s'il vous plaît, stoppez d'urgence le soldat du flot qui saccage un secteur vital pour notre économie. Vous m'appelez au 3216, vous êtes locataire, propriétaire, vous êtes professionnel du secteur, vous êtes artisan, enfin, vous avez quelque chose à dire autour de ce sujet qui passionne les Français, vous appelez le 3216. Mais tout de suite, chère Camille, bonjour. Bonjour. Et bon anniversaire, merci Camille. Pascal, c'est trop gentil, merci. Je ne dirais pas la dizaine, mais ça se termine par 7. Ouais, c'est ça. Elle est encore très jeune, Camille. Alors, le brunémétrie du jour, Camille. Oui, alors je rappelle que pour toi, tu l'as dit, Pascal, il faut absolument stopper le soldat du flot. Pour toi, elle fait n'importe quoi avec la politique du logement. Vous êtes déjà très nombreux à voter sur rmc.fr et la première tendance, eh bien, vous êtes plutôt d'accord pour l'instant avec Pascal, plutôt d'accord. Vous votez sur rmc.fr et vous votez aussi par SMS. Vous envoyez oui si vous êtes carrément d'accord avec Pascal ou non si vous êtes carrément pas d'accord avec Pascal. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet. RMC, 13h-14h. Redonner confiance aux consommateurs, introduire plus de transparence et éviter les factures excessives, voilà les objectifs du projet de loi. La loi Allure, c'était un engagement de la campagne électorale, engagement numéro 22 du président de la République. C'est Carrément Brunet. On va limiter les honoraires des agents immobiliers pour les locataires parce qu'ils ont explosé. Le projet de loi de Madame Duflot vient de jeter le discrédit sur nos entreprises et sur toute une profession. Va-t-on enfin régler le problème du logement en France autrement qu'en stigmatisant une profession et en exacerbant les consommateurs? Pascal Perry. Alors aujourd'hui, Carrément Brunet est consacré au secteur du logement. Ce n'est pas un secteur secondaire, au contraire, c'est stratégique. Ce sont des emplois français, ce sont des entreprises françaises. Au moment où on pense, économie de la préférence nationale, un peu de patriotisme économique aussi dans ce domaine, écoutez, c'est une bonne idée de se poser la question. Et malheureusement, quand on écoute les professionnels, ils nous disent que la loi du flot met en danger ce secteur qui potentiellement peut créer des emplois. Bernard Cadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Orpi. Nous allons vous donner la parole dans un petit instant, mais vous m'appelez aussi au 3216. Vous allez rencontrer Jason et Adrien qui vont prendre vos questions, vos préoccupations. Vous pourrez aussi les exprimer à l'antenne. Bonjour, Madame Lindemann. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre. Vous êtes une vraie personnalité. J'allais dire, vous êtes une grande gueule du Parti socialiste. Vous avez toujours dit les choses très clairement. Oui. Alors, vous savez, il n'y a pas d'acharnement contre Madame Duflot. Il n'y a rien de personnel en tout cas, mais on l'a dit, le secteur du logement, il est stratégique. Et franchement, j'ai une question toute simple à vous poser, avant d'entendre aussi votre collègue Christophe Caresche. Pourquoi Madame Duflot a tout de suite désigné des coupables dans le rapport entre les locataires
locataires et les propriétaires. Les coupables, ce sont évidemment les propriétaires, immanquables salauds, puisque c'est eux qui sont les propriétaires, comme si la propriété était un péché politique. Absolument pas. Madame Duflot n'a absolument pas dit cela. Madame Duflot a dit qu'il y avait des propriétaires qui abusaient et des propriétaires qui avaient besoin d'être renforcés et consolidés. Les propriétaires qui abusent sont ceux qui, quand il y a une relocation, augmentent très fortement les loyers de sorte que leur loyer dépasse le loyer ambiant, disons, moyen du coin. Voilà. Donc la seule régulation que prévoit Madame Duflot, c'est qu'on n'ait pas le droit, en cas de relocation, d'augmenter pour mettre des loyers qui décollent par rapport au loyer moyen. C'est ce qui se passe en Allemagne, dans plein d'endroits, ce qui aurait dû être fait en France bien avant, parce qu'en France, on dépense de plus en plus d'argent pour se loger, et par ailleurs, on se retrouve dans des situations où le pouvoir d'achat des Français est considérablement plombé pour se loger. Alors c'est 29% en moyenne, voilà, du budget des ménages. C'était moins de 25, c'était 23-24 dans les années 2000. Oui, mais c'est la loi de l'offre et de la demande, Madame Lienemann, non? Pas du tout, parce que l'offre et la demande... Alors voilà, ça, si on est purement libéral et qu'on dit c'est l'offre et la demande... Non, enfin, c'est une loi économique, Madame... attendez, je vous ai pas dit l'inverse. Les Allemands font l'offre et la demande, ils régulent. C'est la différence entre encadrer et réguler. Nous proposons de réguler, non pas d'encadrer. Donc, la proposition qui est faite est celle-là. Et je rappelle que c'est essentiellement pour les relogements, les changements de baux, parce que les propriétaires qui ont gardé leurs locataires depuis longtemps, eux, n'ont pas eu le même profit que ceux qui changent tous les 2 ans leurs locataires. Donc, à partir de là, première bonne disposition. Deuxième position pour les propriétaires. Les propriétaires ont peur de louer parce qu'ils se disent, je vais trouver des locataires qui ne paieront pas leur loyer ou qui vont me rendre le logement dans un état lamentable. C'est fréquent, ça, oui. Et donc, on préconise un système qui est la garantie universelle du logement. Alors, on en parlera tout à l'heure, Madame. Dans la dernière partie de cette émission, je voudrais qu'on dise ce que c'est que cette GUL, là, cette garantie universelle des loyers. Je voudrais d'abord tout de suite vous dire qu'il y a un principe, mais il y a aussi, encore au Parlement, différents points de vue. Oui. Au Sénat, à l'unanimité du groupe de travail, il y avait des centristes, où il y avait des collègues de l'UMP qui, eux, ont mis des réserves. Mais des centristes, des socialistes, tous les courants de sensibilité du Sénat, nous nous sommes mis d'accord sur une architecture et qui n'est ni déresponsabilisante et qui, en même temps, n'est pas hyper coûteuse. Donc, à partir de là, et qui ne fait pas contribuer les propriétaires à la garantie. Alors, Madame Lienemann, je vous interromps une seconde parce que je voudrais qu'on donne la parole à Bernard Cadot, qui est le président d'Orpi. Vous savez, Orpi, c'est une coopérative. Alors, ça doit parler un peu à votre cœur socialiste. C'est un peu l'économie sociale et solidaire. Bernard Cadot, est-ce que ce que décrit Madame Lienemann, ces situations dans lesquelles il y a un véritable abus au moment de la relocation, vous les trouvez régulièrement, un moment où le locataire est, c'est vrai, un peu plus fragile? Bonjour Madame Lienemann, tout d'abord. Moi j'aurais tendance à dire que on apporte de mauvaises réponses à un vrai problème. Et ce vrai problème, il existe depuis fort longtemps. C'est que dans notre pays, en France, il n'y a pas suffisamment de logements qui ont été construits. Et nous sommes donc dans une situation où l'offre est insuffisante par rapport à la demande, ce qui maintient une pression constante sur les prix. Et agir sur les prix pour remédier à la rareté, c'est à mon avis un non-sens économique. Et qu'on le veuille ou non, on retombe sur cette problématique-là. Et pour être vraiment dans l'action et sur le terrain, et je veux en témoigner ici, je peux vous dire, madame, que les propriétaires bailleurs, ils ne profitent pas du changement de locataire pour augmenter indûment les prix. Il y a une réalité qui est une réalité du prix de marché d'une part et du pouvoir d'achat du locataire d'autre part. Et lorsque sur un marché donné, il y a tellement de pression sur les prix que parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres et il y a beaucoup de demandes, c'est le prix du marché et c'est pas le propriétaire bailleur, parce que ce que nous leur conseillons à nos propriétaires bailleurs, c'est justement d'être raisonnable. Pourquoi raisonnable? Parce que lorsqu'on est un propriétaire bailleur, qu'on investit, qu'on a pris un risque financier pour investir, on veut louer et on veut récupérer son loyer longtemps et dans de bonnes conditions. Et c'est pas en spéculant qu'on y arrive, et c'est vraiment pas le conseil que nous donnons à nos clients. Alors, Marie-Noëlle Lienemann, oui. Je voudrais lui dire que, en effet, ce n'est pas toujours les propriétaires qui font appel au réseau qui ont le plus tendance à abuser. Mais ils ne font pas tous appel à des réseaux d'intermédiation. Donc nous avons, et notamment, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est souvent quand les locataires sont très vulnérables et fragiles. Ce que certains pourront dire marchands de biens ou, vous voyez, ce genre de locataires. Mais marchand de biens, c'est un métier respectable, non, Madame Lienemann?
je parle de marchands de sommeil. Pardon, excusez-moi, pardon. d'autant plus que je respecte les marchands de biens avec qui j'ai beaucoup travaillé. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ils suivent les consignes qui sont les vôtres, il n'y a aucun problème avec la loi du flot. Simplement, ce n'est pas le cas, parce que nous voyons, par exemple, qu'une partie des gens locataires arrive jusqu'à 40%. Là, je parle du smicard qui travaille, je parle pas de la personne. C'est parfois la moitié du revenu, bien sûr, madame. Plus le revenu est bas. Bien que là, même s'il y a l'offre et la demande, et où je suis d'accord avec vous, c'est que la priorité, c'est de construire, mais ça n'empêche pas de réguler les prix, parce que tout se tient. Quand les prix augmentent, le prix du foncier de l'immobilier ancien augmente. Pour refaire du neuf, on peut pas aller en race campagne, il faut souvent être dans la mutation urbaine, et là, on arrive à des prix de reconstruction extrêmement lourds. Donc, il faut être raisonnable. Ce que propose Madame Duflot, c'est d'être raisonnable. Et si, comme ils suivent vos conseils, ils n'auront pas de soucis avec la loi de régulation, d'autant plus que vous serez dans les observatoires sur le prix des loyers, le prix des transactions, et donc on aura tout à fait... ça aussi, on va en parler un peu de l'observatoire, pardonnez-moi Madame Lindemann, mais ça me paraît aussi être un peu administratif. Mais je voudrais donner la parole à Cédric... Pardon Madame Lindemann, je voudrais donner la parole à Cédric, 42 ans, qui nous appelle de Haute-Savoie. Il est commerçant et ce qu'il a à nous dire va vous interpeller. Bonjour Cédric. Oui, bonjour à tous. Merci de me recevoir à l'antenne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez vous n'habitez pas dans une zone tendue, vous, en Haute-Savoie, non? Ah non, pas du tout. Non, je suis à Chamonix, moi, donc je suis pas dans un endroit, voilà. Bon. Et pour des raisons professionnelles, je navigue entre la Bretagne, entre le Finistère, qui n'est pas non plus une zone tendue, et la Haute-Savoie. En fait, c'est plus pour prendre un petit peu plus de hauteur sur ça m'a interpellé, si vous préférez, le projet de loi. C'est parce que si on prend un petit peu dans la globalité le projet de loi, c'est que le pauvre gars qui pendant 35 ans ou 30 ans a bossé dur pour acquérir des biens immobiliers, en gros, au bout de 35 ans, pendant 35 ans, il était quelqu'un de bien qui faisait fonctionner l'économie de l'immobilier français, et au bout de 35 ans, ça va devenir un sombre con, quoi, ou un sombre salaud, quoi. Donc, j'ai un petit peu de mal, à accepter ça. Donc, ça m'a fait un peu réagir. Bon, Marie-Noëlle Lindemann. Mais pas du tout, monsieur. Au contraire, on souhaite qu'il y ait des propriétaires bailleurs. Il faut qu'ils soient raisonnables, simplement parce qu'il y a des abus, et que ces abus ont amené à des spéculations. D'abord, Chamonix est quand même une zone assez tendue en prix. Ça dépend où dans le Finistère, mais c'est moins le cas. Mais c'est quand même en général assez cher au mètre carré par rapport aux revenus, notamment les gens qui travaillent sur Chamonix, qui ont du mal à mais moi, ce que je voulais juste vous dire, madame, c'est que si le gars, pendant 30 ans, il a payé son crédit et que pendant 30 ans, il s'est privé surtout, il est normal qu'à un moment donné, il essaye de retrouver un petit peu le bénéfice de ses investissements. Du profit, donc, je pense que de lui imposer des choses, ça reste quand même dommage. Monsieur, du profit est légitime, sinon les gens ne placeraient pas leur argent. Il faut simplement que ce profit ne soit pas... Les seuls qui font des profits, c'est les marchands de biens. À Chamonix, si vous saviez, madame, des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain, qui étaient agriculteurs ou paysans, et qui du jour au lendemain sont retrouvés milliardaires en étant marchands de biens sans savoir ni comment ni pourquoi, il y en a énormément à montrer du doigt aussi, quoi. Vous savez, la régulation on connaît pas beaucoup d'agents immobiliers à Chamonix qui sont dans le besoin et la pauvreté. Alors que je connais beaucoup de gens qui payent des crédits immobiliers pour faire fonctionner l'immobilier, qui eux sont dans le besoin. Oui, mais je suis d'accord avec vous, monsieur. Voilà, c'est juste ça. Et juste une dernière chose, madame. Une dernière chose, parce que je pense pas que j'aurai l'antenne toute l'après-midi, c'est simplement pour dire aussi, quand Madame Duflot dit que l'économie immobilière est un des poumons de l'économie française. C'est vrai. Moi, je pense qu'on devrait... C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais peut-être qu'il faudrait arrêter de faire croire aux gens qu'avec 1 500 € par mois, et je parle des banquiers en particulier, qui quand vous arrivez en ouvrant un compte dans une banque avec 1 500 € par mois, on vous fait croire qu'en économisant avec des plans d'épargne, etc., qu'un jour vous serez peut-être propriétaire d'une maison à 300 000 €. Vous êtes vraiment très sage, Cédric. Franchement, vous nous avez donné là une petite leçon de vie, une leçon d'économie concrète. Écoutez, bonne fête en Haute-Savoie. Merci. Vous avez pu échanger avec Marie-Noëlle Lindemann. Je voudrais donner la parole, un petit mot à Bernard Cadot, président d'Orpi. Ça vous inspire quoi cet échange là? C'était intéressant. D'abord, échange très intéressant, et je voudrais préciser quelque chose que Cédric a évoqué dans ses propos.
En réalité, les propriétaires bailleurs en France, ce sont pas des gens qui cherchent à spéculer. Il y a 6,5 millions de logements privés. La moitié de ces logements sont la propriété d'un seul bailleur. Ça veut dire que j'ai en face de moi une perspective de revenus qui vont être minorés à ma retraite. Qu'est-ce que je fais? Je vais investir pour avoir un revenu complémentaire le jour où je serai à la retraite et où j'aurai donc moins de revenus. Donc il faut essayer de casser cette idée reçue du propriétaire bailleur qui serait un spéculateur et qui ferait à lui tout seul monter le marché et les prix au gré de ses envies. C'est pas du tout ça. C'est juste un revenu de complément pour plus tard. Et les chiffres sont têtus, les chiffres le disent. C'est la moitié des bailleurs privés. C'est le petit complément pour la retraite. Voilà, c'est ça. Madame Lindemann, moi j'avais cette remarque qui est que oui, en fait, on a l'impression que ce secteur, vous voyez, aurait besoin d'un peu de calme, que finalement il faudrait réconcilier les uns avec les autres et que le discours ambiant quand même a été plutôt de tendre les relations. Oui, non mais peut-être, mais chaque fois qu'on change, parce que le problème c'est que tout le monde était paisible, sauf que les gens qui n'arrivaient pas à avoir de logement ou qui étaient complètement étranglés pour payer leur logement, ils disaient rien. Donc moi je le dis, je le rappelle, c'est l'abus qu'on condamne, ce n'est pas le propriétaire. Alors la grande masse ne sera pas touchée par la loi de Madame Duflot, absolument pas, parce qu'ils ont correctement fait leur boulot et qu'ils continuent à le faire. Simplement, il faut que les abus exercent, parce que les abus sont souvent dans des zones où vous avez des grands fonds immobiliers qui placent dans du logement pour des façons spéculatives. On a vu ça en Espagne, on a vu ça partout, même en Allemagne aujourd'hui avec leur système, ils commencent à avoir sur certaines zones de Berlin des dérapages. Donc eux-mêmes ils le disent, ça fait partie de l'accord entre Madame Merkel et le SPD. L'immobilier est un univers dans lequel se rentre parfois la finance. Et là, elle déstabilise le système. Oui, mais là, Madame Lindemann, cette année... Le petit propriétaire n'aura pas de menace. Et par ailleurs, il y a aussi des petits propriétaires, comme je vous le disais, qui abusent de la faiblesse des autres. Et ça n'est pas toujours ceux qui viennent chez vous, évidemment. Répondez à cette question simplement. Pourquoi seulement 340 000 logements sortis de terre cette année, alors qu'on en avait promis 500 000 ? Et pardon, mais ça n'a rien à voir avec la loi Duflot. Le problème, c'est qu'on a en France, depuis maintenant 15 ans, 20 ans, injecté des milliards. On va encore payer les dettes du passé, 2 milliards dans le budget de cette année. C'est pas une bricole, 2 milliards, 2 euros. Ah non, bien sûr. Qui ont été des avantages fiscaux, qui ont été pour des logements, qui étaient des logements chers, qui étaient des petits logements pas toujours adaptés aux besoins, et qui ont artificiellement entretenu une construction à des prix élevés, donc rendant difficile la construction des autres logements. Le gouvernement précédent, à nous, va supprimer ces avantages, parce qu'évidemment, on a endetté le pays pour faire ce genre de choses, et pour des logements dont les 2 tiers correspondent. Oui, mais c'est peut-être du bon PIB, ça, madame. Voilà. Bon, écoutez, donc, restez avec nous, Marie-Noëlle Lindemann. Pardon, on doit s'interrompre une petite seconde, parce que, vous savez, je voudrais qu'on ait une idée précise de l'état de l'opinion. Là, ceux qui nous écoutent, alors le Brunet-Métrie, Camille, où est-ce qu'on en est, là ? Je rappelle que toi, aujourd'hui, tu défends l'idée qu'il faut absolument stopper le soldat Duflot. Cécile Duflot, pour toi, elle ne fait pas grand-chose en matière de politique de logement. En tout cas, ça ne te convient pas. Eh bien, vous êtes une grande majorité quand même à être carrément d'accord avec toi, Pascal, puisque vous êtes 8 sur 10 à voter carrément d'accord. Vous avez jusqu'à 14h, ça peut peut-être changer sur rmc.fr et par SMS aussi. Vous envoyez oui ou non au 6 10 71. Merci Camille. Tout de suite, on joue le grand Noël RMC avec Ubaldi.com. Alors vos cadeaux sont toujours sur RMC. Aujourd'hui, il vous reste encore à gagner des télés LED Full HD 117 cm, des ordinateurs portables, des consoles de jeux PlayStation 3, des tablettes tactiles, des lecteurs Blu-ray, des lecteurs DVD portables. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Ça, c'est clair, il faut vous inscrire. Parce que pour gagner, je vous rappelle qu'il faut quand même jouer. Donc vous envoyez Noël par SMS au 7 32 16. Vous appelez le 32 16 touche 6. Faites vite. 3 d'entre vous vont être tirés au sort. Vous aurez à choisir une personnalité de RMC qui va vous offrir son cadeau. Vous serez 3 joueurs et donc 3 heureux, car 3 gagnants. On va jouer ensemble juste avant 14h. RMC, Carrément Brunet. En direct sur RMC, c'est Carrément Brunet, Pascal Perry.
Alors aujourd'hui, dans Carrément Brunet, une idée simple, il faut stopper le soldat Duflot. Alors c'est pas un procès d'intention, hein, soyons clairs. Nous sommes en période de crise, on a du mal à compter sur nos exportations, il faut donc compter sur le marché intérieur. Et il y a un vrai levier sur le marché intérieur, c'est le secteur du logement, c'est le secteur de l'immobilier. Ça donne du boulot à des entreprises françaises. À chaque fois qu'on construit un logement, c'est 2 emplois durables qui sont créés. Et donc, j'interpelle aujourd'hui le Premier ministre, le Président de la République, en disant la loi elle n'est pas encore tout à fait votée. On peut peut-être l'amender et faire en sorte qu'elle ne produise pas d'effets pervers. Alors dans un petit instant, nous donnerons la parole à Christophe Carèche, il est député de Paris, il est socialiste, comme Marie-Noëlle Lienemann qui reste avec nous. Bernard Cadot, le président d'Orpi, est en studio avec moi, mais nous écoutons tout de suite Nicolas. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour monsieur. Alors, 32 ans, vous êtes appelé du Gard, dans la région de Nîmes, j'imagine. Oui, tout à fait. Vous êtes propriétaire. Est-ce que vous avez un regard précis sur cette loi Duflot là? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Alors, qu'est-ce que j'en sais? Pas grand-chose, vous en direz la vérité. Par contre, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Mais pas confiance du tout, quoi. Parce que le problème qu'il y a, je vais vous expliquer très vite fait. Moi, je suis propriétaire, j'ai un P3, donc 2 chambres. J'ai eu un autre enfant, donc j'aimerais avoir une autre chambre. J'aurais aimé garder mon logement en tant que propriétaire, le mettre à la location. J'ai fait venir donc 2-3 agences pour estimer mon appartement en tant que prix locatif. Ouais. Et les agences eux-mêmes m'ont dit clairement qu'il y a un danger de locataires qui ne payent pas leur loyer, même s'ils ont un très fort revenu. Donc en fait, moi mon souci c'est ça. Ah mais il y a toujours des risques, Nicolas. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que si la personne ne paye pas son loyer, le propriétaire n'a quasiment aucun recours rapide. Monsieur Cadot, le président d'Orpi est avec nous. Alors, je vous vois chez la tête, non, vous n'êtes pas d'accord. Il y a toujours des recours. Alors, il y a toujours des recours, il y a toujours des solutions, notamment dans le réseau Orpi, puisque nous avons des solutions en termes d'assurance contre les loyers impayés. Et je vous invite à aller pas loin de chez vous. Il y a plusieurs agences Orpi, vous pourrez vérifier ce que je vous dis. Par contre, vous évoquez quelque chose de très très important, et vous avez prononcé le mot, c'est le mot de confiance. Et moi, j'y associe la perte de confiance. Sur ce marché-là, la confiance des clients, je rappelle que la majorité des logements privés qui sont sur le marché locatif sont propriétés de bailleurs privés, et que ces bailleurs privés, pour investir et continuer d'investir, ils ont besoin d'avoir confiance. Vous voulez dire, c'est pas des multinationales, ce sont des personnes physiques. Ils ont besoin de confiance. Ouais. On vient de réaliser un sondage Orpi Ipsos récemment, et qui nous dit quoi? Qui nous dit que 11% des propriétaires bailleurs seraient prêts, s'ils n'avaient toujours pas confiance, à retirer leurs biens du marché. Retirer leurs biens du marché, ça veut dire plus de 700 000 logements qui partiraient de ce marché, alors qu'il avec les conséquences. Alors qu'il en manque déjà beaucoup. Ouais. Combien? Donc, il en manque à peu près, tout le monde est d'accord pour dire qu'il manque 1 million de logements. C'est pas un peu un fantasme ce chiffre là, parce qu'on sait pas d'où il sort. Mais non, il sort, c'est le déficit cumulé d'année en année, parce que et là c'est pas le projet de loi de Madame Duflot qui est en cause, c'est le résultat d'années et d'années de non-construction derrière nous. Il y a un besoin mécanique de renouvellement, il y a des modes de vie qui changent, on parle notamment des familles recomposées, etc., qui créent des besoins supplémentaires en logement, et tout ça cumulé aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord à dire qu'il manque 1 million de logements. Pour que ce million de logements y trouve preneur, et surtout qu'on les mette en construction, il faut que les bailleurs aient confiance. Oui, Nicolas. Excusez-moi, pour revenir à l'assurance loyer impayé, donc je me suis renseigné, monsieur, et donc logiquement, il y en a beaucoup en fait qui ne payent pas les 2 premiers mois, voire le premier trimestre, voire le premier semestre. Alors, donc ça veut dire que si le locataire ne payait pas son loyer, il faut que le propriétaire qui, comme moi par exemple, le paiement du locataire servira à rembourser le crédit et pas à faire de bénéfices, ça veut dire qu'il faut qu'il assume à son côté pendant 2 ou 3 ou voire même 6 mois le loyer. Ah si, moi je vous garantis que en fait le rembourse au semestre. Le rembourse au semestre, au bout de 6 mois, il vous redonne les 6 mois. Oui, Nicolas. Mais avant les 6 mois, il faut pouvoir les assumer. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Je vais vous expliquer ce qui se passe chez nous chez Orpi. Vous êtes indemnisé du premier jour. Vous avez 90 jours pendant lequel le dossier est mis en route. Et à partir du 90e jour, vous êtes remboursé depuis le premier jour, et ce, sans interruption, et ensuite mensuellement, vous êtes indemnisé jusqu'à la fin de votre sinistre. Bon, écoutez, voilà un élément de réponse, Nicolas. Bill, merci en tout cas de nous avoir appelés. Je vous souhaite de bonnes fêtes dans le Gard.
Merci beaucoup également à vous, messieurs, dames. Passez un bon Noël et puis, par avance, une très bonne année. Bonjour Christophe Carèche. Bonjour. Vous êtes député de Paris. Écoutez, franchement, s'il y a quelque chose qu'on peut prévoir en politique, c'est la démographie. Et le fait que les grandes villes sont très attractives, qu'elles attirent la population. Les zones tendues, c'est pas un truc qui nous est tombé du ciel. Donc, comment se fait-il, vous avez entendu Bernard Cadot, vous avez entendu Marie-Noëlle Lienemann, comment se fait-il qu'on ait aujourd'hui en France un tel déficit de logement? Parce qu'on construit pas assez. Et pourquoi on construit pas assez? Il y a beaucoup de facteurs, mais il y en a un, à mon avis, c'est que beaucoup d'élus de maires ne souhaitent pas construire. Et donc il faut faire en sorte que les terrains qui sont disponibles, et tout le monde dit qu'il y a des terrains, y compris dans les zones très tendues, comme Paris et la région parisienne, eh bien il faut que ces terrains soient mis à disposition pour construire. Il y a un certain nombre de dispositions qui vont dans ce sens, dans la loi de Madame Duflot. S'il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Cécile Duflot, oui, je dis il faut stopper le soldat Duflot parce qu'il faut ramener de la confiance. Mais en revanche, enlever le permis de construire des pouvoirs du maire, ça me paraissait être une excellente idée parce que tout le monde le dit, maire bâtisseur, maire battu. C'est vrai ça? Ben oui, je pense. Et malheureusement, le Sénat a mis en cause un peu ce qui avait été fait par l'Assemblée nationale. C'est un peu dommage. C'est vrai que beaucoup de maires, moi je le constate en Île-de-France, préfèrent ne pas construire parce que c'est beaucoup de problèmes, parce que les populations y sont hostiles, etc. Donc il faut effectivement maintenant qu'au niveau du permis de construire, au niveau du plan d'urbanisme, on passe à un autre niveau. Il est clair qu'on ne peut pas en rester là. Bon, mais il faut aussi la confiance. Monsieur Cadot a raison, il faut la confiance. Et c'est vrai, mais le gouvernement a quand même revu sa copie, Monsieur Cadot pourrait le dire d'ailleurs. Vous le dites, Bernard Cadot? Oui, je le dis, et puis je voulais saluer Christophe Carèche. Il y a eu au début, avec la loi Allure, beaucoup d'interrogations, de doutes qui ont, je crois, c'est vrai, suscité même des inquiétudes. Donc le gouvernement est en train de l'élever. Je pense qu'on va plutôt dans le bon sens. Il y avait un peu de posture idéologique, non, franchement, Monsieur Carèche, là? On pourrait dire ça comme ça, oui. Bon, c'est moi qui le dis, Raphaël, bonjour Raphaël. Oui, bonjour. Vous avez 30 ans, vous nous appelez de Haute-Savoie, vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes d'accord sur sur cette idée que je défends aujourd'hui, tout faire pour ramener de la confiance sur le marché du logement, sur le marché de l'immobilier, et donc surtout stopper cette loi, la loi de Madame Duflot qui tendait, en tout cas dans sa première écriture, à monter les uns contre les autres. Complètement, et je pense qu'il faut surtout penser à une chose. Je vous écoute depuis quelques minutes et j'ai un peu l'impression qu'on parle de fonds d'investissement, etc. On oublie un petit peu les particuliers. Aujourd'hui, effectivement, il faut arriver à développer la construction et les logements de façon à mettre de l'offre à la vente un maximum pour rendre le marché lisible pour les particuliers et de façon ainsi à pouvoir réguler les prix. Aujourd'hui, la politique, elle est plus de dire on se fixe sur le fait que les prix de l'immobilier sont élevés et donc finalement on fait un petit peu tout pour empêcher ça. On impose les plus-values foncières, donc on réduit mais on a besoin d'argent en même temps, Raphaël, pardon. Vous savez, il y a 12 600 milliards d'euros d'épargne en France, dont les 2 tiers sont de l'épargne immobilière. Donc il faut bien prendre l'argent quelque part. Je suis d'accord avec vous, si ce n'est qu'aujourd'hui, les acquéreurs restent quand même des particuliers. Et aujourd'hui, 70... alors, les statistiques ont un peu changé depuis effectivement la loi fiscale Duflot, mais aujourd'hui 70% des particuliers achètent pour leur résidence principale et les 30% qui achètent en investissement locatif défiscalisant, ce sont pas des alors effectivement il y a des personnes fortunées qui défiscalisent de grosses sommes grâce à ça, mais c'est surtout, moi je le vois et ce sont mes clients, des particuliers, des foyers qui ont acheté une résidence principale, qui payent des impôts à l'État et qui aujourd'hui, plutôt que les payer à l'État et ne pas savoir effectivement comment précisément sont utilisées ces sommes-là, jusqu'à présent préféraient le faire
sur un investissement locatif défiscalisant pour eux de 2-3 000 euros par an, qui permettait pour eux de se créer du patrimoine et aider, entre guillemets, son prochain à pouvoir aussi se loger et éventuellement se loger à même des tarifs réduits, puisque via la loi Cellier précédemment, on pouvait le faire en cellier social avec des plafonds de revenus à respecter pour le particulier locataire. Et donc, on avait une certaine forme d'entraide aussi qui participait, je dirais, entre guillemets, à l'évolution de l'immobilier de la France et du bien-être de tout à chacun. C'est vrai qu'une société bien logée est toujours une société plus heureuse. Merci Raphaël. Passez de très bonnes fêtes en Haute-Savoie, j'imagine. Des fêtes en blanc, non? Sous la neige? On attend la neige en espérant qu'elle soit encore un petit peu plus présente dans les jours à venir. Bon, merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année. Merci bonne fête aussi. C'est vrai qu'en 2010, avec 25% de taux de défiscalisation, 115 000 logements neufs avaient été vendus en France par des promoteurs. Et puis on voit que plus les années passent, plus on rabote la défisque. 23% en 2011, c'est seulement 103 000. 13% en 2012, c'est 86 000. Et donc avec 18%, là, on voit 75 000 logements au lieu de 95 000. Alors je pose la question autant à Marie-Noëlle Lienemann qu'à Christophe Caresche. Est-ce que finalement, dans ce domaine qui mobilise un fort stock de capital, la carotte n'est pas l'élément le plus convaincant, Marie-Noëlle Lienemann? Madame Lienemann, vous êtes là? Oui, bien sûr. Non, c'est pas la bonne méthode, parce que ça coûte une ruine. On va payer jusqu'en 2030. Parce que ces appartements... Mais oui, mais ça fait bosser des boîtes françaises. Non, mais c'est pas d'abord... C'est recyclé dans l'économie, tout 30 ça. secondes, mais bien sûr, mais même en calculant cela, on construit des logements petits, coûteux, est trop inadapté à la demande. Donc la bonne méthode, il y a une petite niche à faire pour l'avantage fiscal, à condition que les loyers soient le social c'est lié, c'est social comme je suis pape. C'était bien au-dessus, c'était au niveau des marchés. La deuxième réalité, c'est que ce dont nous avons besoin, c'est de toucher tous les secteurs. Et le gouvernement, et ça c'est pas la loi Duflot, mais c'est Madame Duflot sur lequel tout le monde veut tomber. La TVA. On a baissé la TVA du logement social à 5,5, elle était remontée à 7. On va pour le logement intermédiaire, c'est-à-dire au-dessus du logement social, au niveau du marché, bénéficier d'une TVA à taux intermédiaire, alors qu'on avait la TVA plein pot. Et là, ça va permettre, parce que ce qui est vrai, c'est que les particuliers sont maintenus depuis maintenant 30-40 ans. On a à peu près le même nombre de personnes qui investissent dans la pierre. En revanche, il y a eu la chute des investisseurs institutionnels qui, eux, ont voulu faire soit de la spéculation, soit placer leur fric dans de la finance. Or là, il y a une proposition d'un nouveau produit intermédiaire qui doit ramener, notamment dans les zones tendues, des institutionnels raisonnables, les mutuelles, les banques, les assurances. Et les particuliers? Alors, les particuliers, ce que nous allons faire pour les soutenir, comme je l'ai dit, s'ils font du logement intermédiaire, ils pourront aussi bénéficier de la TVA intermédiaire en construction. Et par ailleurs, avec la garantie universelle du logement, qui va permettre d'être sûr qu'on touche son loyer, sans d'ailleurs avoir à cotiser de manière élevée, on va avoir une confiance qui s'installe. Et moi, je veux bien qu'on tombe sur Madame Duflot. Non, mais vous avez compris. Oui, j'ai bien compris, mais il faut savoir qu'hélas, le logement, c'est un paquebot lent. C'est-à-dire, il faut 2 ou 3 ans avant que le truc que vous avez décidé soit construit. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas vrai qu'il était prévu que les maires perdent le permis de construire. Personne n'a jamais proposé, en tout cas dans les lois, que le maire perde le permis de construire. L'enjeu du débat, c'est le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire la constructibilité globale. Et là où mon collègue Caresche a raison, c'est qu'il nous faut impérativement, et là pour les municipales, faut pas venir simplement protester RMC, faut demander à son maire s'il va faire ce qu'il faut pour construire et pour soutenir l'activité économique. Parce que c'est comme ça que ça se joue aussi. Et je vais terminer sur les terrains. Les terrains publics vont permettre une forte construction. Et le seul regret que j'ai dans la politique du gouvernement, un des regrets que j'ai, c'est celui que ça n'a pas été assez vite. Il fallait démarrer tout de suite. Je voulais poser une question à Christophe Caresche sur un des sujets que vous avez évoqués. Moi, je suis frappé, effectivement, Christophe
Christophe Caresche, Marie-Noëlle Lienemann a parfaitement raison de voir que ce secteur est un secteur lent. C'est-à-dire entre le moment où on décide de l'investissement et le moment où les immeubles sortent de terre, il s'est passé 36 ou 48 mois. Et cette espèce de zigzag législatif, réglementaire permanent, finalement, est très décourageant. Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, Christophe Caresche, on pourrait faire une loi et attendre qu'elle produise des effets ? Oui, mais ce qu'il faut faire aussi, c'est déréglementer le marché. C'est un marché qui est surréglementé. Et qu'il y a, en matière de construction, on le sait, il y a une réglementation qui empêche effectivement de construire rapidement et de manière efficace. Alors, il y a là-dessus aussi un travail qui est fait par le gouvernement à travers des ordonnances pour simplifier le droit de la construction. Je pense que tout cela va il y a trop de normes, c'est ça ? Par exemple, est-ce que le logement... Il y a trop de normes dans tous les domaines. Il y a aussi, sur le plan de l'urbanisme, des contraintes qui sont extrêmement fortes, ce qui fait que, par exemple, on n'arrive pas à rationaliser pour le collectif la construction des logements. Enfin bref, il y a toute une série de choses qu'il faut effectivement faire sauter parce que au fil du temps, les lois se sont accumulées, les règlements se sont accumulés en créant effectivement des grandes difficultés pour construire. Il faut faire comme les Anglais, Monsieur Caresche, non ? Pour toute nouvelle loi, il faut en supprimer une ancienne qui ne sert plus à rien. Il y a un travail de simplification qui est en cours, on verra ce qu'il donne. Je pense que le gouvernement l'a compris. Marie-Noëlle Lienemann a raison de dire qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui sur la table. Ce qui est vrai, c'est qu'on a le sentiment quand même que pour l'instant les opérateurs ne s'en saisissent pas suffisamment. Et je pense qu'effectivement il faut que la confiance revienne. Il faut aussi que les maires, encore une fois, j'insiste là-dessus, car au départ, c'est quand même eux qui ont la clé en matière de construction. Il faut que les maires fassent leur travail et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que le plan local d'urbanisme suffira ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Moi, je me pose des questions et je pense qu'il faudrait peut-être envisager des mesures beaucoup plus, entre guillemets, autoritaires. Bon, Marie-Noëlle Lienemann, Christophe Caresche, Bernard Cadot en studio, vous restez avec nous. Nous allons accueillir tout à l'heure Olivier Diard. Alors, vous voulez nous quitter, Madame Lienemann ? Vous avez des contraintes ? Et là, j'ai des contraintes. Bon, écoutez, on vous souhaite de bonnes fêtes. Caresche va bien défendre les positions. Oui, alors, il y a un peu d'écart entre vous, mais finalement, c'est plutôt bien qu'il y ait un vrai dialogue autour d'une question qui est absolument capitale pour l'économie française. Madame Lienemann, merci d'avoir passé tout ce temps avec nous au téléphone. Je me permets, sans vous connaître, de vous souhaiter de bonnes fêtes. Eh bien, écoutez, merci à vous aussi, à vos auditeurs. Merci. Le pays a besoin qu'on ait des bonnes fêtes et le moral. Bon, merci Marie-Noëlle Lienemann. Nous allons écouter Camille Dahan. Tout à l'heure, on écoutera Olivier Diard, qui va nous parler du bâtiment des travaux publics. Alors, le Brunet-Métry du jour, stopper le soldat, non pas Ryan, mais Duflot. Oui ou non ? Eh bien, c'est plutôt oui, parce que vous êtes maintenant près de 88% à voter carrément d'accord avec toi, Pascal. 88%, c'est pas mal. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. Je suis étonné. C'est pas loin du score nord-coréen, comme on aime l'appeler. Oui. Vous votez sur rmc.fr. Non, ça aussi. Et par SMS aussi, je vous rappelle que vous envoyez oui si vous êtes d'accord avec Pascal ou non pour pas d'accord au 6 10 71. RMC Carrément Brunet. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Alors, les infos... les petits mails, on a les infos, c'est ça, de nos auditeurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent exactement ? Alors, on a Roger qui nous écrit pour nous dire « Le problème dans ce pays, c'est que les lois sont appliquées à sens unique. D'autre part, si on construisait des logements, cela relancerait le bâtiment et diminuerait le chômage. Mais surtout, il faut revoir les prix des loyers, car actuellement, c'est totalement de l'escroquerie. » Oui, c'est peut-être les revenus qui sont pas assez élevés. Ah oui, peut-être. Aussi. Si, c'est vrai que ça suivait. Fabrice nous écrit de Nevers, lui nous dit « Bonjour mon cher Pascal, bonjour ma chère Camille. Le premier problème de l'immobilier dans notre pays sont les politiques de défiscalisation qui sont menées depuis des décennies. Ce qui fait monter les prix de l'immobilier n'est pas la rareté, mais ce sont les investisseurs. Regardez, à chaque programme immobilier, on s'adresse en premier aux investisseurs et pas aux primo-accédants. À défaut d'avoir une France de propriétaires, on a une France de gros propriétaires. Et ces gros propriétaires n'ont aucun intérêt à voir
leur patrimoine dévalué. On posera une question tout à l'heure à Bernard Cadot, on lui demandera si effectivement la défisque est inflationniste. Ça, c'est une bonne question. Excellente. Et Fabrice continue en nous disant, n'oublions pas que la France est le seul pays au monde qui, en période de crise, voit son immobilier encore croître. En tout cas, il nous dit bonne journée et passez de très bonnes fêtes. Merci Fabrice. On a Benoît, lui, qui nous écrit via rmc.fr pour nous dire bonjour Pascal. Encore une fois, les socialistes montrent leur incompétence. Il leur manque une vision politique des situations. Le logement est un cas d'école. Au lieu de comprendre que les prix élevés du loyer sont dus à un manque de logements dans les grandes villes et qu'il faudrait donc favoriser les constructions, les investissements dans des zones ciblées et critiques, qu'il faudrait aussi penser à une certaine décentralisation pour désenclaver les grandes villes. Au lieu de ça, Madame Duflot préfère taper sur les propriétaires. Cette loi va déstructurer ce marché, détruire les investissements, supprimer des emplois et appauvrir les Français. C'est une ineptie et ils s'en mordront les doigts, nous dit Benoît. Appelez RMC au 3216, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. Comme Pascal Perry, dites ce que vous pensez. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Pascal Perry. Alors je vais vous dire exactement ce que je pense. Aujourd'hui, je pense que la France a raté un demi-point de croissance en 2013. J'aimerais que ça ne soit pas le cas en 2014 parce qu'avec le logement, l'immobilier, on peut produire de la croissance. Et donc je dis aujourd'hui, il faut stopper le soldat Duflot, c'est-à-dire faire en sorte que cette loi soit amendée, la loi sur le logement soit amendée, qu'on sorte un peu de ce rapport de force stérile là entre les bons locataires, les mauvais propriétaires, les profiteurs d'un côté, les exploités de l'autre. Enfin tout ça, c'est peut-être le 19e siècle, c'était Émile Zola, c'est plus la France de 2013. Et donc, nous avons avec nous Christophe Carèche, qui est député socialiste de Paris, qui est un grand spécialiste des questions du logement, Bernard Cadot, le président d'Orpi, et puis nous avons aussi Olivier Diard. Bonjour Monsieur Diard. Bonjour. Alors, vous êtes, plutôt engagé dans le secteur de la construction. Cette année, on nous dit 340 000 mises en chantier, à la place des 500 000 promises. Expliquez-nous pourquoi il y a une panne, une avarie là sur le marché de la construction. Eh bien, écoutez, déjà une crise depuis 2009, puisque nous avons perdu 20% au niveau de l'activité, oui. Et je dirais une panne de confiance. Ça a été évoqué largement tout à l'heure dans votre débat. Et ça tient vraiment à ça, Monsieur Diard, la confiance. C'est un peu immatériel tout ça, non? Oui, mais c'est important. C'est important. La croissance, c'est la confiance. Et bon, il se trouve que on commence à avoir des mesures qui sont très défavorables avec un rehaussement de la TVA, même si des efforts ont été faits sur le logement social, la rénovation énergétique. Oui. Mais je dirais qu'on est aujourd'hui un secteur qui souffre. Un secteur qui se bat, mais un secteur qui souffre, alors qu'on devrait être le secteur du bâtiment, un secteur moteur au niveau de l'industrie française, un secteur moteur pour retrouver les chemins de la croissance. Monsieur Diard, restez avec nous. Bernard Cadot, je voulais vraiment vous poser cette question-là, parce que ce qui a été évoqué tout à l'heure est essentiel. Est-ce que finalement la défiscalisation, ça fait pas monter les prix? Cette espèce d'avantage qu'on donne à l'investisseur, est-ce qu'il en profite pas? Est-ce que ça n'est pas inflationniste? Non, moi je crois pas que ça soit inflationniste. D'abord, ce qu'on appelle les niches fiscales sont limitées. 10 000 euros, c'est limité. Par famille. Oui. Ensuite, quand un pays crée ces niches fiscales, ça veut dire que quelque part, il y a un peu trop de fiscalité, voire beaucoup trop de fiscalité. Il faut aussi s'interroger là-dessus. Enfin, lorsque un immeuble neuf sort de terre, d'avance et d'emblée, le promoteur ne sait pas à qui il va vendre. Et il y a beaucoup de familles qui cherchent à se loger en résidence principale. Vous évoquiez les primo-accédants tout à l'heure. Oui. Je regrette, moi, que le prêt à taux zéro n'existe plus dans l'ancien, parce que ça servait aussi à des jeunes à se loger. Fort heureusement, il subsiste encore dans le neuf, donc il n'y a pas ce côté-là. Par contre, là où j'attire l'attention et où je mets en garde, c'est que il ne faut pas se tromper. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, on est dans un process patrimonial. On n'est pas pour faire un coût financier. Et le process patrimonial, c'est investir pour récupérer à terme des revenus, et c'est entre les deux louer. Pour être sûr de la pertinence de son investissement, il faut faire appel à des professionnels qui connaissent le marché de la location, parce que c'est souvent de là que sont nées les ambiguïtés et les incompréhensions. Et dans ces conditions-là, on fait une bonne opération. Bon. Pour revenir à votre question, je ne crois pas que la niche fiscale soit en elle-même inflationniste. C'est l'usage qu'on peut en faire qu'il faut regarder. Monsieur Diard, est-ce que vous avez un carnet de commandes qui s'est un peu rempli pour 2014 ? Non, les carnets de commandes sont faibles. Moi, je représente la fédération des SCOP du BTP, mais mes adhérents ont des carnets de commandes très faibles, voire à peine un mois. Mélissa, bonjour.
Oui, bonjour à tous, bonjour Monsieur Ferry. Alors, voilà, 50 ans, vous nous appelez des Alpes-Maritimes. On donne jamais l'âge d'une femme, pardon, Mélissa. Mais vous êtes maman au foyer. Alors j'ai commis une indélicatesse terrible. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, de la loi Duflot ? Ah ben écoutez, moi la loi Duflot, je suis du mauvais côté. Voilà, je vais vous expliquer rapidement. Ma famille possède depuis presque pas tout à fait une centaine d'années, un terrain où notre famille s'est établie. Mon papa pensait établir ses petits-enfants, voire ses arrière-petits-enfants. Et tout le monde était heureux. Et la fée Duflot nous tombe dessus. Et voilà, mon papa va être obligé, je pense, de tout disloquer, parce qu'il y a une taxe tellement forte pour mon papa qui est un petit retraité et qui lui a lutté pour garder ce terrain parce que c'est un papa merveilleux et qui voulait voir toute sa descendance bien établie et bien heureux. Mais on va sûrement dans le courant de l'année être chassé entre guillemets de chez nous. Alors bien sûr on vous dit on vous l'achète, on l'achète. Alors à quel prix on sait même pas. Mais c'est pas le but pour nous. Nous, le but, c'était de rester, d'être là, simplement là. Bien sûr. Voyez oui. Et c'est pas pour faire de la spéculation, ça n'a jamais été la chose de notre famille. Seulement, alors voilà, mes enfants vont être obligés de partir de l'endroit où ils rêvaient de vivre et de continuer à vivre pour plusieurs générations. Et d'aller chez des inconnus acheter autre chose, puisqu'il faudra bien qu'ils se logent. Alors je trouve quand même que là, ça devient, vous voyez, c'est une somme. Je comprends, Mélissa. Oui, c'est triste parce que c'était un élément de patrimoine, c'était un peu l'histoire de la famille. Je comprends. Voilà, vous voyez, et en plus c'est la taxe qui est ignoble, parce que mettre 50 000 euros de hausse de taxe d'habitation sur des petits retraités. Vous voyez, les gens qui spéculent, peut-être c'est leur problème, je critique personne. Ouais. Mais quand on a des cas comme ça... C'est lié à la plus-value, Mélissa, simplement, c'est que votre terrain, il a augmenté de prix, tout simplement. Oui, mais pour nous, c'est notre vie. Mais je comprends. Vous voyez, on compte pas en faire... Et voilà, et alors il y a eu une levée de boucliers sur les Alpes-Maritimes, des agriculteurs qui étaient encore plus touchés que nous, qu'on appelait encore plus que nous, parce qu'ils étaient touchés dans leur travail. Oui. Et avec les mêmes taxes que nous, le particulier. C'était encore pire. Je comprends, Mélissa. Je comprends parfaitement. Que cette loi, elle va être abandonnée pour tous les gens qui sont dans notre cas. Parce que autour de nous, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont désemparées parce que voilà, ça va être fini parce qu'une personne a décidé que. Alors écoutez, Mélissa, passez néanmoins de bonnes fêtes. J'espère que vous trouverez une solution pour votre terrain. Bonne fête, Mélissa. Bonne fête en famille. Je vous remercie infiniment de m'avoir fait passer à l'antenne. Mais je vous en prie. Et je souhaite bonne fête à tous vos auditeurs. Je vous embrasse, Mélissa. Merci. Christophe Carèche, vous entendez là, il y a finalement derrière. Oui, mais la taxe, ils ne la payent pas dès lors qu'ils conservent leur terrain. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a modifié la fiscalité sur les cessions immobilières, mais si cette personne conserve son terrain, construit sur son terrain, il n'y a aucune difficulté. Ce qui est vrai, c'est que si elle revend aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on l'a fait pour inciter les personnes qui ont des terrains à les mettre sur le marché. Donc voilà l'objectif. Mais si elle garde encore une fois son terrain, elle n'aura pas de taxe. Donc il n'y a pas de. Vous aurez le mot de la fin, Christophe Carèche. Merci Olivier Dier. On a bien compris, pour les entreprises de bâtiments de travaux publics, que l'année 2014 ne s'annonce pas beaucoup mieux que celle de 2013. Merci Bernard Cadot. J'espère que ce marché va retrouver un peu de dynamisme. Moi, je suis très attaché à cette idée que des Français bien logés, c'est quand même des Français plus heureux, plus décontractés. C'est important, ça. Vous avez raison, et moi je formule des vœux pour que le bon sens prévale dans les futures dispositions législatives. Bon, merci Bernard Cadot. Le Brunet-Métry du jour, alors. Est-ce qu'il faut arrêter le soldat Duflot, chère Camille? Non, mais... Merci beaucoup Thomas pour cette petite chanson. Thomas te souhaite un très bon anniversaire. Oui, merci. C'est nous gentil. aussi, nous tous. C'est sympa, merci beaucoup. Vraiment, ça me touche. Eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux à être carrément d'accord avec toi, Pascal. Et finalement, on peut appeler ça un score nord-coréen puisque vous êtes 89% à dire stopper le
soldat Duflo, s'il vous plaît, stoppez avant qu'elle fasse n'importe quoi. Alors, Kim Jong-Perry. Kim Jong-Perry, c'est ça. Un score absolument nord-coréen. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir appelé. Nous nous retrouvons demain pour Carrément Brunet. Mais pour le moment, avant de se séparer, on a un petit truc à faire ensemble. Le grand Noël RMC avec Ubaldi.com. Alors, vous êtes 3 avec moi et j'ai d'ores et déjà une bonne nouvelle pour vous, car vous allez gagner tous les 3 sur RMC. Toutes les personnalités de l'antenne ont un cadeau à vous offrir. Alors, à vous de me dire qui vous choisissez et vous gagnez. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est parti. Première entrée. Christophe, 40 ans, qui nous appelle de la Creuse, formidable département de la région du Limousin. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Pascal Perry. Alors, quel est votre choix? Vous choisissez qui? Louis Fernandez. Bon, Louis Fernandez. Eh bien écoutez, bravo, Louis Fernandez vous offre un lecteur Blu-ray. Vous allez passer de très belles fêtes, hein, à Felletin, à Aubusson, à Guéret, je ne sais pas où, mais quelque part en Creuse, dans la France verte. Merci Christophe. Olivier, 34 ans. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Pascal. Alors, Olivier, votre choix? Mon choix, c'est Pascal Brunet. Non, non, c'est Éric Brunet. C'est Pascal Perry et Éric Brunet. Bon, Éric Brunet vous offre une télé Full HD 117 km. Ah, c'est génial. Voilà, Olivier, c'est génial, merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes, hein. Merci à toute l'équipe, merci. Allez, on vous souhaite de bonnes fêtes. Merci Olivier. Et puis enfin, Élise, 81 ans. Bonjour Élise. Bonjour. Comment ça va Élise? Bonjour Monsieur Perry, bonjour à tout le monde. Alors, quel est votre choix? Monsieur Truchot. Eh bien, l'ami Olivier Truchot vous offre un ordinateur portable 15 pouces. Merci Élise, merci à toutes et tous. Carrément Brunet, demain 13h sur RMC. Le grand Noël RMC avec Ubaldi.com, électroménager, high-tech, loisirs, mobilier et décoration. RMC vous souhaite de bonnes fêtes.